Le son résonnait dans les couloirs de pierre froide comme un gémissement ancestral. Des pas lourds qui s'approchaient, chaque battement contre le marbre annonçant ce qui allait arriver. À 6 ans, Anne de Valois sentait le tissu rêche de sa robe de mariée gratter sa peau délicate, tandis que l'odeur d'encens mêlée à la sueur nerveuse des invités créait une atmosphère étouffante dans la grande salle. Ses petites mains tremblaient, non pas à cause du froid qui montait des pierres du sol, mais du poids ancestral qui pesait déjà sur ses épaules fragiles. Le scintillement des bougies dansait sur les murs de pierre, projetant des ombres qui semblaient exécuter une danse macabre, tandis qu'elle marchait vers l'autel où l'attendait un homme qui aurait pu être son grand-père. La respiration courte et irrégulière de l'enfant se mêlait au murmure bas des nobles présents, créant une symphonie d'attente et de terreur qui marquerait à jamais son âme encore en formation. Comment une enfant de seulement 6 ans s'est-elle retrouvée dans cette situation désespérée, marchant vers un mariage qui scellerait non seulement son destin, mais celui de générations entières de la noblesse française? Lorsque Anne atteignit l'âge de 5 ans, la situation politique s'était considérablement détériorée. Son premier mariage, arrangé avec Charles de Bourbon, fut dissous en raison de changements d'alliance politique. La nouvelle arriva un matin d'automne, alors que les feuilles commençaient à dorer et que l'air portait le parfum caractéristique du changement de saison. Anne, qui avait passé des années à se préparer psychologiquement à cet avenir, découvrit que sa vie avait été réorganisée une nouvelle fois sans sa participation ni son consentement. Le second fiancé fut choisi avec une rapidité qui laissa tout le monde perplexe. Edmond Tudor, comte de Richmond, était un homme mûr, âgé de plus de 40 ans lorsqu'il fut choisi pour épouser Anne. La différence d'âge était choquante, même pour les standards de l'époque, mais les considérations politiques surpassaient toute préoccupation pour le bien-être de l'enfant. Edmond était le demi-frère du roi Henri VI, un lien qui rendait le mariage irrésistible d'un point de vue stratégique. Si cela vous touche, abonnez-vous maintenant. Beaucoup plus de choses arrivent et vous voudrez suivre ce voyage d'histoire que nous construisons ensemble. Les préparatifs pour le second mariage furent encore plus intenses que les premiers. Le château foisonnait d'une activité constante, des serviteurs courant de tous côtés, transportant des bannières, des fleurs et des décorations qui transformeraient l'environnement en un décor approprié pour une cérémonie royale. L'odeur de cire d'abeille fondue se mêlait aux parfums d'épices exotiques spécialement importés pour le banquet. Anne observait tout avec un regard qui avait prématurément vieilli, ses yeux reflétant une compréhension qu'aucun enfant de son âge ne devrait posséder. La cérémonie fut fixée pour l'été 1443, lorsque Anne avait seulement 6 ans. L'église choisie pour l'occasion était une imposante construction gothique, avec des tours qui s'élevaient vers le ciel comme des doigts de pierre pointant vers Dieu. Le son des cloches résonnait dans les vallées environnantes, annonçant à toute la région qu'un autre mariage politique était célébré. Anne, vêtue de sa robe nuptiale qui semblait l'engloutir complètement, marchait dans la nef de l'église à pas hésitants, chaque mouvement résonnant dans le silence solennel de l'environnement sacré. L'odeur de l'encens était suffocante, créant une atmosphère oscillante entre le sacré et l'oppressant. Les bougies qui illuminaient l'autel projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre, créant des figures fantomatiques qui semblaient observer la cérémonie avec des regards critiques. Anne sentait le poids du voile sur sa tête comme un linceul, chaque respiration chargée du parfum lourd des fleurs qui ornaient l'autel et de l'odeur âcre de la cire fondue. Edmond Tudor attendait à l'autel avec une expression mêlant satisfaction politique et une étrange mélancolie. Il comprenait parfaitement qu'il épousait une enfant, mais les pressions politiques et l'opportunité de se connecter plus profondément à la maison royale surpassaient tout scrupule personnel. Ses yeux, marqués par les rides de l'expérience et du temps, contrastaient fortement avec les yeux clairs et innocents d'Anne, créant une image qui résumait parfaitement la nature grotesque de ce mariage. Le prêtre qui officiait parlait en latin, ses paroles résonnant sous les voûtes de l'église comme un chant grégorien sombre. Anne répétait les mots qu'on lui avait appris, sa voix d'enfant tremblante se perdant dans l'immensité de l'espace sacré. L'anneau qui lui fut mis au doigt était trop lourd pour sa petite main, et elle devait faire un effort conscient pour ne pas le laisser glisser. Cette petite bande d'or ne représentait pas seulement un mariage, mais la fin définitive de son enfance. Les mois qui suivirent le mariage furent marqués par une étrange dualité. Anne restait, à bien des égards, une enfant normale. Elle jouait avec ses poupées, courait dans les jardins du château et manifestait la curiosité naturelle de quelqu'un de son âge.
mais elle portait aussi désormais le titre de comtesse de Richmond, une position qui exigeait une maturité qu'elle ne possédait pas. Le son de son rire enfantin résonnant dans les couloirs du château créait un contraste troublant avec la sévérité de sa position sociale. Edmond, quant à lui, la traitait avec un mélange de paternité et de possession qui reflétait la complexité de sa situation. Il était simultanément mari, protecteur et tuteur, une combinaison de rôles qui créait une dynamique psychologique confuse et potentiellement traumatisante. Anne apprit rapidement à naviguer dans cette réalité complexe, développant une intuition politique précoce qui l'aiderait à survivre aux décennies turbulentes qui suivraient. Ce que le monde a tenté d'effacer est devenu éternel. La foi d'Anne, loin d'être diminuée par les circonstances adverses, semblait se renforcer à chaque défi rencontré. Elle passait des heures en prière silencieuse, ses lèvres bougeantes dans des supplications que personne d'autre ne pouvait entendre. Le vent qui soufflait à travers les fenêtres de sa chambre emportait le parfum des fleurs sauvages des champs français, créant une atmosphère de paix qui contrastait avec la turbulence de sa vie. La guerre de Bourgogne éclata avec une violence que peu avaient prévue. Le bruit lointain des batailles parvenait au château comme un lointain tonnerre chargé de sombres présages. Anne, maintenant âgée de 7 ans, observait depuis la fenêtre de sa tour les messagers qui arrivaient constamment, apportant des nouvelles de victoires et de défaites qui redéfinissaient continuellement la carte politique de la France. Chaque nouvelle était accueillie avec un mélange d'espoir et de terreur, car le destin de sa famille dépendait directement des résultats de ces conflits lointains. Scène 1. Exté, château de Valois, jour. Edmond part pour la guerre lorsque Anne a 8 ans, la laissant seule au château avec ses tuteurs et ses servantes. Les adieux sont empreints d'une formalité qui ne parvient pas à masquer complètement l'émotion sous-jacente. Anne, déjà faisant preuve de la dignité royale qui la caractérisera toute sa vie, prend congé de son époux avec une composure qui impressionne tous les présents. Le bruit des sabots des chevaux s'éloignant résonne dans la cour du château comme un lament, emportant avec lui non seulement Edmond, mais aussi toute illusion de sécurité et de stabilité qui subsistait. Les mois qui suivent sont marqués par une anxiété croissante. Les nouvelles du front arrivent de manière irrégulière et souvent contradictoire, créant une atmosphère d'incertitude constante. Anne apprend par lettres et messagers les batailles sanglantes qui redéfinissent l'avenir de la France. L'odeur de l'encre fraîche des documents qui arrivent régulièrement se mêle au parfum des fleurs fanées qui décorent le château, créant une atmosphère mélancolique qui reflète parfaitement l'état émotionnel de la jeune comtesse. Edmond meurt au combat alors qu'Anne n'a que 9 ans, la transformant en veuve avant même qu'elle ne comprenne complètement ce que signifie être épouse. La nouvelle arrive un matin d'hiver, apportée par un messager qui a galopé toute la nuit pour livrer la terrible information. Le bruit des sabots de son cheval dans la cour gelée réveille tout le château, et Anne, avec l'intuition aiguisée de quelqu'un qui a vécu toute sa vie au milieu des intrigues politiques, comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Le deuil qui suit est autant personnel que politique. Anne pleure non seulement la perte d'Edmond, mais aussi la perte de la stabilité que son mariage représentait. Le château est envahi par une atmosphère de mort et d'incertitude, les servantes chuchotant dans les couloirs sombres et les bougies allumées en mémoire du comte défunt. L'odeur de la cire fondue et de l'encens imprègne tous les coins du château, créant une atmosphère oscillante entre le sacré et le macabre. Mais la vie politique ne s'arrête pas pour les deuils personnels. Avant même qu'Anne ait le temps de digérer complètement sa perte, de nouveaux prétendants commencent à apparaître. Elle est maintenant une veuve riche, avec de vastes propriétés et une lignée royale qui la rend extrêmement précieuse sur le marché matrimonial de l'époque. Le bruit des chevaux arrivant au château devient à nouveau fréquent, amenant des nobles qui viennent évaluer la jeune veuve comme une possible addition à leur famille. Son troisième mariage est arrangé avec Henri Stafford, deuxième duc de Bourgogne, un homme mûr qui voit en Anne une occasion d'accroître significativement son influence politique. Le mariage est célébré lorsqu'Anne a 12 ans, un âge qui, bien qu'encore considéré comme très jeune, même pour les standards de l'époque, représente une légère amélioration par rapport au mariage précédent. La cérémonie est plus sobre que les précédentes, reflétant à la fois la nature politique de l'union et la maturité croissante d'Anne. L'atmosphère du troisième mariage est marquée par un pragmatisme qui avait été absent des cérémonies précédentes. Anne comprend maintenant parfaitement la nature politique de sa situation et participe aux négociations avec une habileté qui impressionne même les politiciens les plus expérimentés. L'odeur du parchemin et de l'encre qui imprègne les documents légaux se mêle au parfum des épices utilisées au banquet, créant une atmosphère qui allie célébration et négociation commerciale.
Henry Stafford est un homme complexe, marqué par les cicatrices physiques et émotionnelles d'une vie dédiée à la politique et à la DER. Il traite Anne avec un respect qui avait été absent de ses mariages précédents, reconnaissant en elle non seulement une enfant, mais une jeune femme qui démontre déjà les qualités qui feront d'elle une des figures les plus influentes de son époque. Le bruit de leur conversation résonne dans les salles du château, créant une atmosphère de collaboration intellectuelle rare dans les mariages arrangés de l'époque. Durant les années de son mariage avec Henry Stafford, Anne développe les compétences politiques qui la rendront légendaire. Elle apprend par l'observation et la participation directe aux négociations complexes qui définissent l'avenir de la France. L'odeur de la cire fondue des documents scellés se mêle au parfum des roses qui décorent toujours ses appartements, créant une atmosphère alliant pouvoir politique et raffinement féminin. Anne donne également naissance à son unique enfant durant cette période. Henri Tudor naît lorsqu'Anne n'a que 13 ans, un événement qui apporte autant de joie qu'une compréhension encore plus profonde des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. La naissance d'Henri est marquée par un mélange de célébration et d'appréhension. Anne, encore techniquement une enfant elle-même, assume désormais la responsabilité d'élever le futur roi de France. L'odeur de la lavande qui imprègne les langes du bébé se mêle à l'arôme de l'encens qui accompagne toujours les prières d'Anne, créant une atmosphère de sainteté maternelle qui caractérisera sa relation avec son fils pour le reste de sa vie. La maternité transforme Anne de manière fondamentale. Elle développe une détermination de fer qui la motivera durant les décennies à venir, une force intérieure qui se manifeste dans chaque geste, chaque parole, chaque décision politique. Le bruit des berceuses qu'elle chante à Henri résonne dans les appartements du château, créant une atmosphère de tendresse qui contraste dramatiquement avec la dureté du monde politique qui les entoure. Henry Stafford meurt lorsqu'Anne a 17 ans, la laissant à nouveau veuve, mais maintenant avec un jeune fils à protéger. La mort de son deuxième époux est moins traumatisante que la première, car Anne a développé des ressources émotionnelles et politiques qui l'aident à naviguer dans la crise. Le bruit des cloches de l'église résonnant dans la ville annonce non seulement une autre mort, mais aussi le début d'une nouvelle phase dans la vie de la jeune femme qui a déjà survécu plus d'adversités que beaucoup de gens n'en affronteraient dans toute une vie. Le quatrième et dernier mariage. Son quatrième et dernier mariage fut avec Thomas Stanley, comte de Derby, un homme qui allait devenir un allié crucial dans les ambitions politiques d'Anne. Le mariage fut célébré lorsque Anne avait 25 ans, un âge qui lui permettait de participer aux négociations sur un pied d'égalité. La cérémonie fut marquée par une sobriété qui reflétait à la fois la maturité des époux et la nature stratégique de l'union. Thomas Stanley comprenait parfaitement qu'il épousait non seulement une femme, mais une force politique formidable. Anne avait développé un réseau de contacts et d'influence qui s'étendait à toute la France, et son intelligence politique était reconnue même par ses adversaires. L'odeur du parchemin et de l'encre qui accompagnait toujours ses activités se mêlait au parfum des roses qui décoraient ses appartements, créant une atmosphère qui alignait le pouvoir intellectuel à l'élégance féminine. Durant les années de son mariage avec Thomas Stanley, Anne orchestra l'une des plus extraordinaires campagnes politiques de l'histoire de France. Elle travailla sans relâche pour placer son fils Henri sur le trône de France, utilisant une combinaison de diplomatie, d'intrigue et de détermination qui impressionnait même les politiciens les plus expérimentés. Le murmure de ces conversations discrètes résonnait dans les couloirs du château, créant une atmosphère de conspiration qui allait progressivement se transformer en révolution. La bataille de Bosworth Field, adaptée à une bataille fictive française, par exemple la bataille de Valois, en 1085, représenta l'apogée de décennies de planification et de manœuvres politiques. Anne, alors âgée de 42 ans, observait de loin la bataille qui allait déterminer l'avenir de la France. Le bruit lointain des combats lui parvenait comme un écho sombre, chargé du destin de sa famille et de son pays. Lorsque la nouvelle de la victoire arriva, elle sut que toutes les souffrances et tous les sacrifices de sa vie avaient valu la peine. Henri Tudor fut couronné roi Henri VII de France, faisant d'Anne la mère du roi. Le couronnement fut une cérémonie d'une magnificence sans précédent, avec le parfum de l'encens et le son des chants sacrés créant une atmosphère de triomphe divin. Anne, vêtue des habits convenant à la mère d'un roi, observa la cérémonie avec un mélange d'orgueil maternel et de satisfaction politique qui représentait le couronnement d'une vie dédiée à des objectifs qui semblaient impossibles.
Dans les années qui suivirent, Anne exerça une influence politique sans précédent à la cour de France. Elle était consultée pour toutes les décisions importantes et sa parole portait le poids de décennies d'expérience politique. L'odeur du parchemin et de l'encre qui accompagnait toujours ses activités administratives se mêlait au parfum d'épices exotiques qui arrivaient régulièrement de terres lointaines, créant une atmosphère qui reflétait la prospérité et la stabilité que son travail avait contribué à créer. Anne se dévoua également intensément à l'éducation et à la religion, fondant des collèges et promouvant des réformes éducatives qui allaient transformer la France pour toujours. Le son des jeunes étudiants discutant de philosophie et de théologie résonnait dans les couloirs des institutions qu'elle avait fondées, créant une atmosphère de progrès intellectuel qui serait son héritage le plus durable. Même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas. Anne conserva une profonde dévotion religieuse jusqu'à la fin de sa vie, passant des heures en prière et en méditation. L'odeur de l'encens qui imprégnait toujours sa chapelle particulière se mêlait au parfum des roses qu'elle cultivait elle-même, créant une atmosphère de sainteté qui impressionnait tous les visiteurs. Elle mourut en 1509, quelques jours après le couronnement de son petit-fils Henri VIII, ayant vécu assez longtemps pour voir sa dynastie fermement établie sur le trône de France. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Anne de Valois mourut comme elle avait vécu, avec dignité, foi et une détermination qui avaient transformé non seulement sa propre vie, mais le cours de l'histoire française. Le son des cloches de l'église résonnant dans la ville annonçait non seulement la mort d'une femme remarquable, mais la fin d'une ère qui avait été définie par sa force, son intelligence et sa détermination inébranlables. Ce que le monde avait tenté d'effacer était devenu éternel. La jeune fille qui avait été forcée de se marier à l'âge de 6 ans était devenue la matriarche d'une dynastie qui allait gouverner la France pendant plus d'un siècle. Son influence s'étendait bien au-delà de la politique, englobant l'éducation, la religion et la culture. L'odeur du vieux parchemin qui imprégnait les documents qu'elle avait laissés se mêlait au parfum des fleurs qui poussaient dans les jardins des institutions qu'elle avait fondées, créant une atmosphère d'héritage qui perdurerait pendant des siècles. L'ironie finale de la vie d'Anne de Valois est qu'elle, qui avait été traitée comme une marchandise politique pendant toute son enfance et sa jeunesse, était devenue l'une des femmes les plus puissantes et les plus influentes de son époque. Elle transforma sa victimisation en pouvoir, son oppression en autorité, sa souffrance en force. Le murmure de ses prières dans ses derniers instants résonnait dans les appartements du château, créant une atmosphère de paix qui contrastait dramatiquement avec les turbulences qui avaient marqué sa vie. Même face à l'adversité, sa foi n'a jamais vacillé. Anne de Valois a vécu et est morte femme de foi inébranlable, d'une intelligence exceptionnelle et d'une détermination extraordinaire. Elle a transformé une vie qui a commencé par le traumatisme et l'exploitation en un parcours de pouvoir, d'influence et d'un héritage durable. Le dernier souffle qu'elle a rendu dans les appartements du château a marqué non pas la fin, mais le début d'une influence qui s'étendrait à travers les siècles, touchant la vie de millions de personnes qui ne connaissaient même pas son nom. La petite fille qui avait marché terrorisée vers l'autel à l'âge de 6 ans est devenue la femme qui a placé son fils sur le trône de France et a établi une dynastie qui allait transformer le monde. Son parcours, du malheur à la grandeur, reste l'un des exemples les plus extraordinaires du triomphe de l'esprit humain sur l'adversité. Une histoire qui continue d'inspirer et d'enseigner des siècles après sa mort.